Passion MLB, le podcast, épisode numéro 75. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là, de nous écouter à tous les mercredis soirs à 20h sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter ou sur YouTube en live ou pour tous ceux qui nous écoutent dans un format podcast traditionnel. Merci particulièrement de nous écouter cette semaine pour ceux qui le font en direct, parce que vous pourriez être en train d'écouter ce qui va peut-être devenir le podcast le plus écouté au monde avec les frères Kelsey qui reçoivent Taylor Swift. Mais vous avez décidé de choisir Passion MLB, donc on vous remercie énormément pour ça. Écoute... Et non, je ne suis pas Taylor Swift. Mais c'était ma prochaine question, justement. Je vais lancer Sébastien là-dessus. À chaque semaine, on a un joueur que tu commences sur le terrain, un joueur que tu mets sur le banc, puis un joueur que tu coupes. Ben là, je te pose la question, qui est Jason, qui est Travis et qui est Taylor, Sébastien? Je coupe Jason. Premièrement, parce qu'il joue pour les Eagles. Ben, il jouait. Je vais... Ouais, je pense que Taylor va commencer sur le terrain. Ah oui, hein? Oui. Ça va être ma partante, puis Travis va attendre son tour. Pascal, as-tu le même trio partant? Mais là, la question, c'est est-ce que c'est sur un terrain de football ou un terrain de baseball? Ou sur une scène. Ou sur une scène. Mais on n'a pas le choix de mettre Taylor sur quelque terrain que ce soit ou quelques scènes que ce soit. C'est quand même la plus populaire des trois, là. Ouais, je pense que Jason n'est plus très actif, même s'il est plus actif avec sa bouche, malgré qu'il l'a toujours pas mal été. Oui. Et Travis, même s'il le ralentit, je pense que ça vaut la peine quand même de le mettre sur un terrain, là. Moi, j'en profite pour saluer le collègue Félix Forget qui est souvent au podcast parce que c'est sans aucun doute le plus grand fan de Taylor Swift que je connaisse. Puis là, qu'on parle de Taylor Swift sans lui, il va m'en vouloir. Fait que je sais s'il va écouter le podcast parce qu'il va me texter en me disant pourquoi vous ne m'avez pas attendu pour parler de Taylor Swift. C'est le plus grand fan de Taylor Swift que tu connais puis que tu connais pas aussi, là. D'après moi, il n'y en a pas beaucoup des comme ça, là. Non, un Swiftie peut réduire. Oui. Mais je pensais que tu disais que c'était le plus grand fan des Chiefs. Non, Félix. Non, pas nécessairement. Les Titans du Tennessee. Oh boy, OK. Ouais. On va arrêter là. Les Titans et les Timberwolves au basket. J'ai jamais compris exactement c'était quoi le spectre à Félix. Ouais. Vaudrait la peine d'approfondir tout ça. Ou pas. Donc, messieurs, écoute, on reçoit des commentaires, puis je voulais t'en parler justement à Olivier qui nous dit « Magnifique chemise, Pascal ». Il faut toujours avoir une petite couleur locale, même si j'habite pas Québec, mais j'habite quand même à proximité, puis c'est en l'honneur de Sébastien aussi en passant. Fait que, c'est quand même, ils ont eu un petit passage à vide récemment, là, mais ils dominent quand même, depuis le début de la saison, dominent leur section. Puis c'est toujours une belle équipe de balle. Puis d'ailleurs, hier, j'ai été en déplacement vers Gatineau. J'ai passé par la 4-17, puis j'ai passé devant le stade des champions. Puis je crois qu'ils étaient en action parce que les lumières étaient allumées, puis il y avait pas mal de monde dans le stationnement. Fait que je présume que les champions étaient en action. D'ailleurs, ils ont donné du fil à retordre au Capital récemment, là, l'équipe d'Ottawa, là. Il y a du beau baseball qui se joue là, dans les ligues indépendantes comme ça, là, pour ceux qui sont donc à Ottawa, à Trois-Rivières ou à Québec. On vous encourage à aller voir ces matchs. Messieurs, commençons donc le podcast et allons-y avec la section sur les Blue Jays. OK, Blue Jays, let's play baseball. Les Blue Jays de Toronto, Sébastien, il va y avoir une belle rotation quand même dans les prochains jours, incluant aujourd'hui dans le 3A. Alek Manoah qui lançait aujourd'hui un match de réhabilitation. Demain, c'est Trey Savage qui commence le match à Buffalo. C'est le plus gros espoir sur le monticule des Blue Jays. Il vient d'être appelé dans le 3A après 4-5 départs dans le 2A. Il monte les échelons à une vitesse fulgurante. Et Shane Bieber vendredi. Aujourd'hui, Alek Manoah, ça a été plus difficile. Évidemment, les performances sont toujours plus ou moins importantes dans les départs quand tu reviens d'un Tommy John. Mais quand tu colles quelques pas pires performances et que tu en as une moins bonne, que tu n'arrives pas à te sortir de la deuxième manche et qu'on t'enlève, évidemment, en raison du nombre de tirs effectués, ça amène des questions. Donc, je te pose la question que Matt nous soumet ici. Est-ce que Alek Manoah est un one-hit wonder?
C'est difficile à répondre en ce moment parce qu'on ne sait pas comment il va revenir de cette blessure-là, mais pour moi, c'est sa dernière chance. T'sais, si ça ne fonctionne pas là, ça ne fonctionnera jamais. Puis oui, ça va avoir été un one-hit wonder. Alek Manoah, c'était des attentes extraordinaires, un très, très grand potentiel, mais il n'a jamais su répondre, sauf à quelques exceptions près, à ces attentes-là, en raison de blessures, en raison de son attitude également. Donc, c'est tout ce package-là qui fait que, pour moi, ça va être très difficile pour lui de revenir. On l'a vu là, tu l'as dit, c'est sûr que cette performance-là, ce n'est pas nécessairement garant de l'avenir, mais quand même, ça nous donne un petit indicatif que ça ne sera pas pour tout de suite, ce ne sera pas facile, ça va être encore un long chemin. Puis une fois rendu, ce ne sera pas terminé, le travail ne sera pas terminé, il va falloir qu'il continue à travailler de la sorte. Puis c'est là que j'ai un petit bémol. J'ai pas l'impression que ça va revenir, le Alek Manoah qu'on attendait depuis si longtemps. Peut-être que ça va demeurer un lanceur correct, honnête, mais sans plus selon moi. Pascal, il y a Mark Griffin ici qui fait dire qu'il aime bien ta belle chemise des capitales de Québec. Merci. Écoute, restons sur le terme des bisons de Buffalo, Pascal. George Springer, ça fait près de 2 semaines là, qu'il y a des symptômes de commotion cérébrale. Au début, on n'était pas sûr s'il allait aller sur la liste des blessés de 7 jours pour les commotions. Finalement, on a décidé de le placer. Et ça a été long. Là. Depuis la semaine passée, on se dit, est-ce qu'il va finir par avoir le feu vert des médecins pour recommencer à jouer? Et finalement, on apprend dans les dernières heures que ça va être le cas. George Springer, qui va aller jouer demain comme frappeur de choix à Buffalo, pourrait effectuer aussi une présence dans le champ extérieur le lendemain avant de revenir. Mais son retour à Toronto est imminent. Ça va faire du bien quand même, ce retour-là, Pascal, parce que George Springer a une belle saison. On ne pensait pas qu'on allait dire ça si on se fie à évidemment ce qui s'est passé dans les dernières années, mais visiblement, il a trouvé la fontaine de jouvence quelque part entre Dunedin et Toronto cette saison. Ça allait bien pour lui et son retour va faire du bien parce que c'est un joueur qui est important cette année à Toronto. C'est un joueur qui est important. Puis souvenez-vous, quand ça allait pas nécessairement très bien en début de saison, le seul joueur qui était régulier, qui frappait la balle avec régularité, qui faisait son travail en défensive, qui avait l'attitude pour traîner son équipe, c'était George Springer. Donc lui, oui, il est tombé dans la fontaine de jouvence. Puis non seulement ça, mais même s'il est sujet aux blessures, il n'arrête jamais la machine, il ne ralentit jamais. Puis lui, il se dit, ben, je suis peut-être à une blessure près, une blessure grave de mettre un terme à ma carrière, mais ça ne le rend pas plus prudent pour autant. Le moment de l'année où on a décidé de l'écarter pour les raisons qu'on connaît, c'est peut-être un bon moment parce que les Blue Jays vont somme toute bien. Oui, il y a eu 2 défaites à Los Angeles, mais qui ne perd pas contre les Dodgers? Ouais. On a quand même réussi à sauver l'honneur de la série. Mais c'était peut-être le bon moment pour reposer Springer, peut-être le bon moment pour qu'il revienne également, mais on avait quand même des gens intéressants pour le remplacer. Puis c'est ce qui s'est fait. Donc, ça démontre la grande profondeur des Blue Jays cette saison. Sébastien, faut qu'on parle un petit peu de la rotation aussi des Blue Jays. Là, Shane Bieber, on l'a dit, va lancer vendredi du côté des Bisons de Buffalo. Ça devrait théoriquement être son dernier départ de réhabilitation, là, à moins d'une surprise. Donc, ce que ça veut dire, c'est que d'ici une semaine, on va se poser la question, quand est-ce qu'il va avoir un départ dans le baseball majeur? Jean-Michel nous demande à ce sujet-là, pour vous, au retour de Shane Bieber, qui va être le joueur ou le lanceur qui va être sacrifié? Moi, j'ai l'impression qu'on va rouler à 6 partants à court terme. Je ne te dis pas jusqu'à la fin de la saison. Il y a un releveur qui va être coupé. Écoute, est-ce que ça va être Tommy Nance, quelque chose comme ça? C'est dur de couper quelqu'un dans cet enclos-là parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont un rôle quand même. Mais j'ai l'impression que tu n'as pas été chercher Shane Bieber pour le laisser sur les lignes de côté non plus. Tu vas vouloir le faire lancer. Les lanceurs qui sont en place en ce moment, en raison des noms, on pourrait dire, écoute, Eric Lauer, il est tassable, mais non, c'est un des lanceurs les plus fiables cette année. Tu ne peux pas le sortir de cette rotation-là. Fait il y a un releveur quelconque qui va écoper. J'ai l'impression qu'à court terme, ça va être ça, à moins que d'ici une semaine, il y ait une blessure. Oui, exactement. Puis pourquoi pas y aller à 6? Puis tu disais peut-être pas jusqu'à la fin de l'année, mais si ça va bien, puis les Jays demeurent en tête, sont en plein contrôle, pourquoi pas continuer jusqu'à la fin de la saison? Puis on verra, rendu en séries éliminatoires, quel lanceur on va choisir. Mais on a des bras à reposer un petit peu, qui ont eu beaucoup de pression dans les 2 dernières années, qui ont fait le travail, qui ont maintenu ce club-là sur leurs épaules. Mais là, c'est le temps de leur donner un petit break avant les séries éliminatoires. Puis c'est Bieber, entre autres, qui va leur accorder ce repos-là.
On ne sait pas dans quel état il va revenir. Lui aussi, on parlait de Manoah tantôt, mais pour Bieber aussi, ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement facile, mais ça va nous permettre de prendre des manches, de les enlever à nos 3 premiers partants, puis un petit peu d'étirer la sauce jusqu'à la fin de la saison. Puis on parlait de joueurs sacrifiés. Si on revient à George Springer, oui, pour Bieber, il va probablement avoir un releveur qui va quitter, mais dans le cas de Springer, il va falloir sacrifier quelqu'un aussi. Puis là, ça va décider qui, à ce moment-là, va quitter les Blue Jays, à moins d'une blessure, comme tu l'as dit, mais il va falloir faire un choix. Est-ce que ça va être Joey Loperfido? Est-ce que ça va être Davis Schneider? Moi, personnellement, je conserverais Loperfido du côté gauche du marbre. Ça amène quelque chose dans cet alignement-là qu'on a besoin. Davis Schneider, défensivement, c'est pas toujours facile. Oui, il frappe bien, mais combien de temps ça va durer? Fait que pour moi, mon choix serait Schneider, mais je ne sais pas dans quelle direction les Jays vont s'en aller dans les prochains jours. Moi, j'ai l'impression que ça va être Loperfido, probablement, qui serait celui coupé. Mais je ne suis pas en désaccord avec toi non plus. Tu sais, le upside aussi est plus intéressant du côté de Loperfido. Donc, non, ce ne sera pas une décision simple. Peut-être qu'encore une fois, les blessures vont venir changer la donne, mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas le cas. Donc, voilà. Pascal, il y a Eric Hosmer qui est passé à TSN dans les derniers jours et qui a jasé un petit peu des Blue Jays. Et lui, il dit, moi, je verrais Max Scherzer comme closer. Il dit, à ce point-là de sa carrière, tu le reposes un petit peu plus. Tu limites son nombre de manches, tu limites ses opportunités de se blesser aussi par la force des choses. Et il y a cette mentalité-là de closer. L'idée n'est pas complètement folle. Ceci étant dit, je te pose la question, Pascal. Tu deviens John Schneider. Comment tu annonces ça à Max Scherzer? Genre, écoute, mon Max, j'ai une idée peut-être, là. Tu sais, depuis être partant, c'est-tu quelque chose qui t'entête? Comment tu amènes ça à Max Scherzer? Tu peux pas amener ça à Max Scherzer. Tu peux pas tu sais, il y a une routine depuis des années tant que ça. Si tu le signes au camp d'entraînement en disant on va t'amener comme closer, c'est une chose. Rendu au mois d'août, c'est un stretch, là. Le moment de l'année, il n'est pas idéal, c'est sûr. Oui, ce gars-là, il est partant depuis combien de temps? Depuis 2008? Oui, il y a une mentalité de pitbull. Oui, il y a une mentalité de dire donne-moi la balle, je la veux, puis je vais répondre à toutes les circonstances. Ouais. Mais quand tu te prépares depuis autant d'années à débuter des matchs, puis qu'on te demande du jour au lendemain ou qu'on risque de te demander du jour au lendemain, bien là, au lieu de les commencer, tu vas les finir. Parlez-en à Steve Rogers. Lui, c'est arrivé une fois. C'est arrivé une fois de trop dans sa carrière. Mais n'empêche que pour Scherzer, ce serait peut-être une bonne solution. On parlait tout à l'heure d'une rotation à 6. Éventuellement, on peut continuer de travailler avec Scherzer dans la rotation. Mais le jour où tu te dis maintenant, il faut avoir une sérieuse rotation à 5, bien, Scherzer peut être un candidat à aller du côté de l'enclos. Puis si tu l'envoies du côté de l'enclos, c'est pas pour faire la 6e et la 7e manche. C'est pour finir les matchs. Puis actuellement, Hoffman a un petit peu beaucoup de difficultés à les finir, ces fameux matchs. Fait que ça va te prendre quelqu'un, parce que pour gagner en série, pour te rendre en série, pour gagner en série, bien, ça te prend quelqu'un qui va finir les matchs. On a vu les Guardians l'an passé avec l'AC qui a flanché, puis ça leur a coûté d'importantes victoires qui leur a permis d'aller plus loin. Fait que l'idée n'est pas mauvaise, ça sort un petit peu du champ gauche, mais n'empêche qu'il a la mentalité, il a la hargne pour finir des matchs. Maintenant, est-ce qu'il est intéressé à le faire? Et est-ce que c'est Schneider qui va lui proposer? Ou il en a entendu parler puis il s'est dit « Ah, ce serait peut-être une bonne idée. » Puis lui en parle à son gérant en disant « J'aimerais ça l'essayer. » Ça m'étonnerait que ça vienne de Scherzer. Je pense que c'est un joueur qui veut les succès de l'équipe, mais je pense pas qu'il veut à tout prix. Là. Je pense moi, j'ai l'impression, Pascal, un gars comme lui, dans sa tête, c'est encore un Cy Young. C'est tellement un bulldog, c'est encore un gars qui se dit je veux tout faire pour que l'équipe gagne, mais dans ma tête, c'est clair que tout faire, ça veut dire être partant puis lancer le plus possible. J'ai l'impression que c'est sa mentalité. On l'a vu dans le match contre les Dodgers face à Clayton Kershaw. C'est un duel de joueurs, d'athlètes qui sont arrivés en même temps dans le baseball majeur, qui ont gagné des Cy Young, qui ont gagné des séries mondiales. Puis ces deux gars-là, c'est vendredi soir, ils étaient là pour gagner, oui. Chacun de leur côté. Fait que, oui, effectivement. Mais c'est une idée folle, mais en même temps, je pense qu'il faut la considérer. Ben, c'est une idée folle, mais on a quand même un petit problème à Toronto, parce que si Hoffman ne fait pas le travail, ce qui était le cas dernièrement, puis on ne sait pas trop à quoi s'attendre à chaque fois qu'il se présente sur la butte, qui peut prendre ce poste-là de closer? Qui peut terminer les matchs chez les Jays? En relève, personnellement, j'en vois pas vraiment.
Donc, ça va prendre probablement un partant qui va se retrouver à avoir ce rôle-là si Hoffman ne fait pas le travail. Puis dans les partants qui restent, si on se projette en séries éliminatoires, qu'on y va avec une rotation à 4, Lauer pourrait aller en relève, mais ce ne sera pas ton closer. Donc, il te reste Bieber et Scherzer. Donc, pour le moment, c'est sûr que l'idée est folle, mais il y a peut-être un point où on va en arriver à cette conclusion-là. Tu dis qu'il n'y a aucun releveur. Est-ce que tu penses que Louis Varland pourrait avoir ce potentiel-là? Ben pour moi, c'est un excellent releveur pour mettre la table. T'sais, il va faire le travail dans cette situation-là. Je ne sais pas s'il est capable de prendre cette pression-là, surtout en séries éliminatoires, surtout après ne pas l'avoir fait récemment. Je pense que d'envoyer un gars comme ça avec cette pression-là, ce ne serait peut-être pas une bonne idée, tandis qu'un Scherzer, il est capable de prendre la pression. Oui, il ne l'a jamais fait dans cette situation-là, mais c'est le genre de gars qui est capable de sortir de situations difficiles quand la pression est entièrement sur lui. Je te soumets un. Ben écoute, il y a le nom de. Il y a Ariel Rodriguez, comme Jean-Michel le dit aussi, que potentiellement, j'ai l'impression que ce serait un peu l'option par défaut. Je vais te soumettre un nom, juste parce que ce nom-là doit être soulevé. Pour moi, la réponse est non. Est-ce que ce gars-là devrait être closer? Mais je te le soumets quand même. Trey Savage. Hey! mais moi, si Trey Savage est rappelé par les Blue Jays, il faut qu'il soit dans la rotation. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit dans l'enclos, mais je pense pas qu'il faut qu'il soit comme closer. Ben, si ça fonctionne aussi bien que tu le rappelles, moi, je pense qu'il est capable de lancer dans la rotation. Puis c'est dans cette situation-là qu'il va être le plus utile. De l'envoyer en séries éliminatoires dans l'enclos de relève, j'ai des gros doutes pour un jeune joueur. Je pense qu'on précipiterait les choses, on précipiterait son développement alors qu'il n'y a pas le feu. On est capable, on a d'autres options dans cette équipe-là. Moi, si je le rappelle, il fait partie de la rotation. Parce que là, ça va commencer à faire beaucoup de partants. Si Bieber revient, si Savage est dans la rotation, commence à avoir beaucoup de candidats, là. C'est ça. Puis c'est beaucoup de pression aussi, je pense, pour un jeune qui arrive. Tu sais, je vais te soumettre un nom, un parallèle. Garrett Crochet avec les White Sox, quand il est arrivé, c'était un partant, puis on l'a, pour l'amener dans cette course-là aux séries en 2020, on l'avait envoyé comme releveur. Évidemment, je ne te dis pas de laisser Trey Savage pendant 4 ans pour être dans l'enclos puis de l'échanger l'année d'après. Là. Je pense que la comparaison peut s'arrêter là, mais je pense qu'il peut avoir un précédent à ce niveau-là parce que il demander d'être un partant en série, je pense que ce serait vraiment quelque chose. Là, même si John Schneider, c'est partant, il aime ça pendant 3 manches et 2 tiers. mais si, tu sais, on n'a pas besoin de le rappeler. Là. Si on s'entend, là, chez les Jays, oui, on a un petit manque de profondeur dans l'enclos, mais je ne pense pas que c'est Trey Savage qui va amener cette profondeur-là. On peut déplacer des partants dans cet enclos-là. Donc, il faudrait que ça aille vraiment bien pour qu'on le rappelle dans ces circonstances-là. On se rappelle qu'on se bat pour le premier rang de la Ligue américaine. Là. Donc, est-ce que vraiment on veut rappeler Trey Savage qu'on disait que dans le meilleur des cas, il allait arriver à la fin de cette saison-là? Oui, il gravit les échelons à une très grande vitesse, mais je ne pense pas que ça soit la meilleure solution et pour lui et pour les Jays. Moi qui n'ai pas suivi sa carrière autant que vous l'avez suivi, est-ce que c'est un lanceur de puissance ou c'est un lanceur de balai effet? Il est capable de faire un peu tout. Là. Son arsenal est vraiment complet. Okay. C'est ce qui fait de lui un bon prospect. Là. Exactement. C'est un excellent prospect. C'est un des vols du repêchage. Mais moi, je trouve qu'on précipiterait les choses. Vient d'arriver dans le 3A, ça va bien. Est-ce qu'on veut vraiment casser ce rythme-là? Moi, je ne suis pas sûr. La raison pour laquelle je l'ai soulevé, c'est que la semaine passée, John Schneider a dit que c'était une option en fin de saison, puis récemment, il a été rappelé dans le 3A, donc il va faire ses débuts avec les Bisons de Buffalo demain. J'ai l'impression que l'organisation le suit le suit très... On le suit vraiment, puis si on l'a... Ouais, puis si on l'a rappelé, je pense qu'on veut voir ce qu'il y a dans le corps dans le 3A pour potentiellement se dire, on en a peut-être fait moins que les Yankees, que les Padres en relève durant la date limite des transactions. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça. Après ça, est-ce que ce sera une erreur ou pas, on jugera. Mais j'ai l'impression que Trey Savage est une vraie option présentement pour les Blue Jays. Si ça va bien, évidemment, dans le 3 puis que ça s'y prête. On a géré son nombre de manches depuis le début du camp d'entraînement. J'ai l'impression que c'est un peu aussi en prévision de ça. Mais bon, on verra aussi en temps de Pascal, je vais glisser un petit mot sur Teoscar Hernandez, qui a dit en marge de la série contre les Blue Jays que
Ben, cet hiver, il est passé vraiment proche de signer avec les Blue Jays de Toronto. Finalement, il est revenu dans le cadre d'un contrat de 3 ans avec les Dodgers. Il dit que les Blue Jays avaient des dossiers à régler, puis que finalement, ça ne s'est pas réglé, ce qui l'a poussé à aller ailleurs. Pour moi, là, ça crie. Je voulais que Vladimir Guerrero Jr. soit signé à long terme pour revenir à Toronto. Là. Je veux dire, c'était 2 grands chums. Puis il fallait qu'il règle des dossiers. C'était quoi les dossiers qu'il fallait qu'il règle? Je veux dire, tu sais, Anthony Santander a été amené après parce qu'on n'a pas signé Teoscar. Si Teoscar est en ville, Santander n'est pas là. Pour moi, c'est clair que c'est lié au contrat de son grand ami Vladimir. Absolument. Puis on a vu que les deux ont encore du plaisir à se côtoyer là, lors du séjour des Jays à Los Angeles. C'est quelqu'un qui a eu énormément de fun à jouer à Toronto dans l'ambiance. Puis on se souvient qu'à l'époque, l'ambiance était quand même assez festive. Les gars avaient du plaisir à jouer ensemble. Ça a été brisé un peu. Là. La magie a été brisée par l'organisation de dire essayer d'avoir un petit peu moins de plaisir et un petit peu plus de succès. Par contre, il est pas mal pris. Il est à Los Angeles, il est sous le chaud soleil de la Californie. Il est encore au sein d'une équipe aspirante à la Série mondiale qu'il a gagnée, qu'il a remportée l'an passé. Mais c'est là que tu vois que l'attachement à une ville, l'attachement à une équipe ne dépend pas nécessairement toujours du nombre de victoires. Lui, il avait du fun à Toronto, puis il aurait aimé possiblement poursuivre sa carrière à Toronto. Puis il n'y en avait pas 56 000 dossiers à l'époque. Il y avait le dossier de Vlad Junior. C'était pas mal le seul qui restait là. Ouais, pour moi, c'est assez clair qu'il y a des liens très, très, très faciles à faire. Aujourd'hui, Sébastien, évidemment, c'est sûr que c'est pas mal plus facile de dire ça avec du recul, mais aux dernières nouvelles, quand j'ai regardé Teoscar, il y avait 18 circuits, il y avait à peu près 70 points produits. Comparé à Santander, évidemment, c'est injuste de comparer à un joueur blessé, mais je veux dire, c'est sûr qu'il y aurait sa place. Puis, son problème a toujours été sa défensive, mais tu regardes ce qu'ils ont fait avec George Springer et Santander cette année. Ben, probablement que Teoscar aurait eu son lot d'apparitions à titre de frappeur de choix puis qu'il n'aurait pas été une nuisance défensive. Puis même si ce n'est pas le meilleur défensivement, le club est tellement bon défensivement. Ils ont tellement des bons voltigeurs de centre capables de couvrir du terrain, que ce soit Varsho, que ce soit Maestro, peu importe. Ça n'aurait pas été bien grave, là, même si Teoscar avait fait une erreur ou deux une fois de temps en temps. Non, puis en plus, c'est pas le même Teoscar qui était à Toronto. Là. Il s'est amélioré de ce côté-là de la balle. Là. Défensivement, il est de loin meilleur. Je ne dis pas que c'est un gardoré, mais quand même, il s'est amélioré. Il a travaillé là-dessus. Donc, ce serait un ajout important à cet alignement-là. Imaginez un Teoscar Hernandez présentement dans l'alignement des Blue Jays qui frappe au 4e rang. Là, je pense que Bo Bichette pourrait frapper devant Vladimir. Là. On va régler ça encore une fois. Là. Je pense que là, on aurait notre alignement qui serait assez stable. Non, ça amènerait vraiment quelque chose. Autant sa présence avec Vladimir dans l'abri, mais sa présence dans l'alignement offensif aussi. Pascal, on a Matt ici qui nous dit Ernie Clement me fait beaucoup penser à Dustin Pedroia, un leader qui peut jouer à toutes les positions. Pedroia, évidemment, qui était surtout reconnu là, pour un joueur de deuxième coussin, mais Ernie Clement, tu peux le faire jouer au troisième but. Puis, tu vois, quand Jimenez se blesse, on l'envoie au deuxième coussin, on donne plus de temps à Barger au troisième but. Quand Bo Bichette a une journée de congé, on l'envoie à l'arrêt-court. Quand Vlad a une journée de congé, tu peux l'envoyer au premier but, puis c'est pas la fin du monde non plus. Il y a une belle saison offensivement. C'est un gars qui est capable de se lever dans les bons moments. Il est capable d'amener énormément de polyvalence défensive. Moi, je le vois peut-être gagner le gant doré d'utilité. Parce qu'il joue à plusieurs positions puis il le fait bien un petit peu partout. C'est un beau projet de l'organisation. On l'a ramassé un peu sur le fly il y a quelques années. Puis là, en ce moment, au meilleur des moments, une année où les Blue Jays s'enlignent pour essayer d'avoir du succès en série, c'est un joueur qui est important. Sans être évidemment Vlad ou sans être Bo Bichette ou sans être George Springer, c'est un gars qui est important dans cette équipe-là. Ben, ça t'en prend des joueurs de cet acabit-là. Puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est un joueur d'attitude. C'est un joueur qui ne s'en laisse pas imposer. C'est un joueur qui va imposer plutôt sa vision du jeu. Puis le fait qu'il soit hyper polyvalent, ben, ça te fait dire que dans une équipe, oui, ça te prend des Vlad Junior, ça te prend des Bo Bichette, mais ça te prend aussi des Ernie Clement. Puis Ernie Clement qui a très bien paru au cours des dernières semaines. Puis c'est pas gênant de le mettre sur le terrain. Puis en plus, tu peux le mettre à différentes positions et il ne te fera jamais mal. Il ne te nuira jamais en défensive. Puis il a vraiment poli son coup de bâton au cours de la saison, ce qui fait que c'est une pièce importante. Là. C'est un rouage important dans l'alignement. Tu sais, Addison Barger, lui, il a fait sa niche.
on avait un peu les mêmes questionnements par rapport à lui en disant, finalement, il va aboutir où sur le terrain? C'est quoi sa véritable valeur? Ernie Clement, lui, est le prochain peut-être à s'établir à une position plus stable. C'est un joueur qui est important. Puis, je regarde Sébastien là, avec les Yankees et leur perpétuelle quête d'aller chercher un joueur de troisième coussin. Ça s'est finalement réglé à la date limite. Sans joke, au mois de juin, tu l'aurais pris, Ernie Clement, au troisième but à tous les jours. Certainement. Puis, c'est pas le plus gros OPS, une bonne moyenne au bâton, mais c'est une stabilité. C'est ça qui t'amène Ernie Clement. Peu importe où tu vas le mettre, c'est de la stabilité. Puis les Yankees en avaient grandement besoin. Mais si on revient aux Jays, les Jays aussi en avaient besoin. Oui. Ce que Ernie Clement amène à chaque jour sur le terrain, tu as besoin de joueurs comme ça que tu dis, on le sait ce qu'il va nous donner, puis il va nous le donner soir après soir. Il y a des joueurs que tu ne vois pas pendant X nombre de jours, mais Ernie Clement, chaque soir, va se présenter, va donner tout ce qu'il a. Puis ça, tu en as besoin en séries éliminatoires, les circuits qu'il a frappés, les coups sûrs qu'il a frappés pour faire gagner son équipe. Ça, en séries éliminatoires, c'est extrêmement payant, puis tu as besoin de ce genre de joueurs-là qui sont capables de se lever dans les grands moments. Messieurs, ça fait le tour des questions qu'on avait par rapport aux Blue Jays. Passons maintenant à ce qui se passe ailleurs dans le baseball majeur. Pascal, je ne sais pas ce que les joueurs des Brewers mettent dans leur cornflakes le matin, mais j'en veux. Parce que c'est incroyable ce qui se passe du côté de Milwaukee. Séquence de victoires de 11 gains. On n'a toujours pas perdu au mois d'août. C'est 14 victoires à leurs 15 derniers matchs. C'est de loin la meilleure équipe du baseball en ce moment, puis c'est même pas proche. Moi, je vais rester dans la notion de déjeuner, Charles-Alexis, avec les crêpes. Yes. Les crêpes à Pat Murphy. Oui. Depuis la fameuse interview où il a sorti une crêpe de sa poche arrière en disant « Moi, j'aime manger des crêpes pendant le match ». Ces joueurs l'ont trouvé bien drôle, mais depuis ce temps-là, les Brewers sont quasi imbattables. Puis, il y a même la concession qui offre des crêpes maintenant à vendre durant les matchs. Donc, on en a fait un succès au guichet, mais on en a fait un succès également sur le terrain. Cette équipe-là sans dire ils n'ont rien à perdre, c'est que tu n'as pas de super vedette. Oui, tu as Christian Yelich, qui est possiblement un des joueurs les plus sous-estimés du baseball majeur. On a perdu Willy Adames en début de saison, qui a décidé de poursuivre sa carrière avec les Giants. On considérait à l'époque que Willy Adames était possiblement le meilleur joueur de la concession. Il n'est plus là. Et regardez où sont les Brewers. Une rotation encore là sous-estimée qui est très solide, une défensive qui est très solide, un gérant qui, moi, me fait penser à un gérant des années 80, des années fin 70, qui gère de la petite balle de façon exemplaire. Puis on voit le résultat. On voit que les Brewers dominent dans un très petit marché, l'un des plus petits marchés du baseball majeur, mais eux, ils s'en foutent comme dans l'an 40. Ce qu'ils veulent, c'est la victoire à tout prix. Puis ils sont capables actuellement de décrocher des victoires à un rythme effarant. Là, es-tu en train de me dire qu'on est capable de gagner des matchs de baseball en ayant un gérant des années 70-80 qui ne se fie pas seulement sur les petits génies du deuxième étage? C'est ça que tu es en train de me dire, Pascal. J'ai bien compris, là, je ne suis pas sûr. Oui, ben absolument, oui, okay. Absolument. Tu sais, les statistiques avancées, là, c'est important, mais n'empêche que ce qui se passe entre les lignes sur le terrain de baseball, c'est des joueurs qui exécutent les jeux, mais c'est un gérant aussi qui est capable d'entrevoir qu'est-ce que cette équipe-là a comme potentiel, qu'est-ce que cette équipe-là est capable de donner sur le terrain. Puis c'est pas des statistiques avancées qui font gagner tous les matchs, c'est pas vrai, là. Ben, t'as dit qu'il n'y avait pas de superstar dans ce club-là. Je pense que Pat Murphy en est un. Oui. Ça passe par lui, puis oui, ça en prend des statistiques avancées, puis oui, ça prend des décisions de gérant, ça prend un équilibre entre les deux. Puis j'ai l'impression que c'est un équilibre parfait qui est en train de se passer à Milwaukee. C'est incroyable faire ce que les Brewers sont en train de faire avec les joueurs qu'ils ont entre les mains. Tu as nommé Adames. On a perdu Devin Williams aussi. Le Devin Williams, qui, oui, ça va pas bien à New York, mais je pense que ça aurait fonctionné encore à Milwaukee. On l'a pu. Il y a plusieurs joueurs qui ont quitté, puis il y a plusieurs joueurs qui quittent d'année en année. Pourtant, on est encore là. Moi, je les voyais au 4e rang cette saison. Je ne voyais pas les Brewers, pas en tout, avoir du succès, mais pourtant, ils sont non seulement premiers de leur division, ils sont premiers dans le baseball majeur.
Ils ont même perdu leur gérant, Craig Counsell, qui est traversé du côté de l'ennemi. Oui, les Cubs ont eu un début de saison, puis une saison en général quand même assez remarquable, mais là, je pense que les Brewers ont mis le pied sur l'accélérateur, puis ils ont un petit peu perdu les Cubs dans la poussière pour le moment. Là. Puis c'est Counsell qui est gérant de l'autre côté. Là. Puis, tu sais, on regarde là, le commentaire de Jean-Michel est bon ici. Tu sais, pour les Brewers, avec le retour de Woodruff, de Peralta, Misiorowski, une bonne relève, les affronter, ça sera pas facile en série. Tu sais, Pascal, on peut parler de bien des aspects quand on est en séries éliminatoires, mais dans un 3 de 5, si tu as un trio de partants qui est dominant, les Mariners de Seattle peuvent en être. Si jamais les Rangers du Texas se qualifient, tu veux-tu affronter Jacob deGrom, Nathan Eovaldi 1-2? C'est des équipes comme ça qui ont un très, très fort trio de partants ou à tout le moins duo de partants, ça peut être excessivement dangereux, même si les Brewers n'ont pas un historique de succès en séries éliminatoires là, avec le cœur de joueurs qui sont en place. Cette année, ça peut être une exception. Mais tu sais, il y a une expression qui a prévalu durant plusieurs années de name of the game is pitching, mais je ne pense pas qu'en 2025, cette expression-là soit dépassée. Puis tu le dis, tu as nommé les Brewers, tu as nommé les Rangers, tu as nommé des clubs qui ont un bon top 3 sur le monticule. Les Phillies, ben ça se passe beaucoup sur le monticule. Oui, en série, il va encore s'en gagner des games 9-8, mais il risque beaucoup plus de se gagner des games 3-1. Puis c'est des équipes comme les Brewers qui risquent de sortir victorieux de rencontres de ce type-là. Je veux qu'on fasse un petit tour du côté de New York parce que peu importe si on dit les Mets ou les Yankees, ben Sébastien, s'il y a une constance, c'est que ça va mal. Ah oui, ça va mal. On ne sait pas trop ce qui se passe dans la grosse pomme. Les deux équipes sont sur la ligne de ne pas être dans le portrait des séries éliminatoires. Après, du côté des Mets, avoir fait autant d'acquisitions, dont celle de Juan Soto, puis ça n'a pas coûté des peanuts, là, ça a coûté très cher. Du côté des Yankees aussi, on a fait plusieurs acquisitions. À la date limite des transactions aussi. Et pourtant, présentement, ces deux clubs-là sous-performent, ça va pas bien, puis on trouve des nouvelles façons de perdre des matchs. Donc, il reste encore beaucoup de baseball. Je pense que les deux formations de New York peuvent se relever, peuvent changer le vent de côté, mais il va falloir le faire plus tôt que tard parce qu'on a d'autres équipes qui sont derrière, puis les équipes qui sont devant, bien, se distancent de plus en plus. Puis dans un marché comme New York, tu ne peux pas te permettre de ne pas faire les séries éliminatoires dans une saison comme ça. S'il y avait eu des circonstances atténuantes, des blessures majeures, je comprends que chez les Yankees, on a perdu Garrett Cole, Clark Schmidt, qu'il nous a manqué plusieurs lanceurs, mais ce n'est pas suffisant pour justifier qu'on manque les séries éliminatoires. C'est la même chose chez les Mets. Pascal, comment tu qualifies cette saison-là de Juan Soto qui, tu sais, quand tu regardes ses chiffres, ultimement, pas une vilaine saison, Juan Soto. Puis, tu sais, il se rattrape ces temps-ci, ça va, mais il n'y a pas ce facteur-là. Tu sais, il n'y a pas le même facteur wow que quand il est arrivé avec les Yankees. Quand il est arrivé avec les Yankees, tu le savais, tu le sentais, il pouvait se battre pour le MVP. Évidemment, il y avait un peu Aaron Judge devant lui, puis c'est bien correct, là. Mais il était un des meilleurs joueurs du baseball majeur. Cette année, il est un bon joueur. Mais il n'est pas un joueur à la hauteur de ce que Steve Cohen a déboursé. Ben, pas du tout. Pas du tout, parce que oui, il a des statistiques intéressantes. Il a des statistiques intéressantes pour un joueur qui a un contrat à peu près la moitié de ce que lui a signé, mais pas à la hauteur de ce qu'il a signé. Puis, il n'a pas l'importance pour les Mets qu'il a eu l'importance pour les Nationals, qu'il a eu l'importance pour les Padres, qu'il a eu l'importance pour les Yankees. Tu sais, c'est un joueur qui est jeune. C'est un joueur qui a déjà beaucoup voyagé. Hein. Ouais. Oui, ses statistiques sont intéressantes, mais est-ce que c'est vraiment un joueur de concession? Ben, cette année, je pense qu'il faut se poser la question. Puis oui, ses statistiques se sont légèrement améliorées, mais si la tendance se maintient, il se présente au camp d'entraînement des Mets l'an prochain, il y a un début de saison coup-ci, coup-ça, ben, il y a quelqu'un qui va se mordre les doigts en quelque part parce que ce joueur-là a coûté excessivement cher. On a amené des joueurs avec lui pour l'entourer un petit peu, mais force est d'admettre que la recette ne prend pas du tout. Puis, il y a des questions qui vont se poser par rapport à la capacité de Juan Soto de traîner une équipe sur ses épaules. Oui, mais il l'a dit, là, c'est pas facile. Aaron Judge n'est pas là. C'est pas facile. Il l'a dit en début de saison. Là. Ouais, c'est sûr que ça l'aide un petit peu. Oui. Il est content. Les Yankees vont pas bien, mais au moins les Mets non plus. On nivelle vers le bas.
Écoute, je veux te permettre justement de parler des Mets un peu parce que toi et moi, il y avait quelque chose qu'on avait en commun au cours de la saison morte qui faisait en sorte qu'on avait des attentes un peu plus modérées que certaines personnes par rapport aux Mets, et c'était la rotation partante. Et en ce moment, pas dire que ça va bien là, dans la rotation partante chez les Mets. Là. Comment va Clé 11? Là? Mais c'est ça, à partir du moment où tu as Clay Holmes dans ta rotation, c'était inévitable qu'à un moment ou un autre dans la saison, ça allait moins bien aller. Ouais. J'ai pas l'impression qu'on a bien géré cette situation-là. Je pense qu'on avait des lanceurs qui lançaient au-dessus de leur tête en début de saison. Ça allait bien. On disait, les Mets, c'est tellement bien géré, tout va bien. On a pris les bonnes décisions. Mais on se doutait qu'au bout de quelques mois, il allait se passer quelque chose. Ces lanceurs-là ne pouvaient pas tenir ce rythme-là tout au long de la saison. On n'a pas une rotation à tout casser. On n'a pas une rotation de séries éliminatoires non plus. Fait que je pense que c'est là que ça va jouer. J'ai l'impression que les Mets vont participer au baseball d'octobre, mais ça risque d'être très difficile sur la butte. Puis tantôt, Pascal, tu le disais, the name of the game is pitching. Puis ça risque d'être là que ça va jouer. Puis je pense que du côté des Mets, il va falloir revoir nos façons de faire pour les prochaines saisons. Ben, eux, il va falloir qu'ils en gagnent des games de 8 à 7 en série parce que c'est pas leur rotation de partant qui va les amener. Tu sais, leur top 3 comparé à des équipes, Charles-Alexis, comme tu as nommé tout à l'heure, les Mariners, peu importe, les Brewers, écoute, les Mets, ils sont pas capables de rivaliser avec ces lanceurs-là. Mais tu sais, on parlait justement, prenons un duel de division. Là, si les Mets affrontent les Phillies de Philadelphie, que tu as Zach Wheeler au premier match, Christopher Sanchez au deuxième match, ou l'inverse, là, parce que Sanchez pourrait gagner le Cy Young, puis ce ne serait pas un vol non plus. Aaron Nola, mettons qu'il revient en santé, plaçons-le dans la chaise de lanceur numéro 3. Ben, ça se peut là, qu'à un moment donné, que les lanceurs des Mets de New York, Pascal, ils en arrachent un petit peu comparé à cette rotation-là. Puis attends, je t'ai pas parlé de l'attaque qui s'en vient, puis je t'ai pas parlé de l'enclos qui s'est amélioré, puis du closer qui sont allés chercher avec sa musique cool. Fait que tu sais, ça se peut que tu aies de la misère aussi, là, si t'es les Mets de New York, à non seulement vivre en série, mais on dirait qu'à chaque match-up, tu te dis, on dirait qu'ils n'ont vraiment pas souvent l'avantage quand on décortique certains éléments de leur jeu. T'sais. Ça va être difficile de survivre, effectivement. Puis tu sais, dans une courte série, eh bien, tu perds le premier match, puis tu es déjà un petit peu beaucoup dans le trouble. Fait que, ils vont avoir à vivre avec cette pression-là. Puis c'est là qu'il va falloir que Juan Soto se lève véritablement, puis assume son rôle de leader s'il est capable d'en être un. Une chose qu'on a bien fait, par contre, il faut leur donner, c'est qu'on a amélioré l'enclos de relève, qui là est vraiment, vraiment solide. Oui. Par contre, comme on l'a dit, encore faut-il se rendre là. Exactement. L'enclos risque d'arriver très tôt dans les matchs, puis on risque de surtaxer cet enclos-là. Donc, ça va nous faire mal à un moment ou à un autre dans les séries. Là. Pascal, je veux qu'on parle un petit peu de Justin Verlander, qui a dit qu'il voudrait revenir en 2026. As-tu peur de le voir revenir en 2026? Je veux dire, il n'y a pas une saison horrible en 2025, mais on va se dire, il ne casse rien non plus. C'est un lanceur très, très, très moyen. Est-ce que tu veux le voir revenir en 2026? Parce qu'on dirait que s'il revient, ça va être à Houston. Là, je ne sais pas. Là, on dirait que les joueurs gravitent tous vers Houston, là, ceux qui ont gagné la Série mondiale ensemble. Moi, je pense qu'il va finir par revenir là s'il rejoue. Là. Aimerais-tu revoir Justin Verlander en 2026 où tu te dis, il y a eu la carrière qu'il y a eu, retire-toi en 2025. Idéalement, fais en sorte que Scherzer et Kershaw sortirent en même temps. Comme ça, dans 5 ans, on va avoir toute une cérémonie à Cooperstown. Moi aussi, j'aurais le goût de lancer en 2026. Je vous partage ce désir-là. Mais as-tu des équipes qui t'appellent, Pascal? Non, le téléphone n'a pas sonné. Pour lancer en relève. Oui, mais non, il y a toujours le fait de dire tu te retires au prime de ta carrière ou tu te retires comme un boxeur. Là. Tu ne veux pas prendre ta retraite après t'être fait passer un KO. Ben, on dirait c'est pas un KO l'année de Justin Verlander, mais il n'a pas apporté ce qu'il devait apporter aux Giants. Oui, c'est quand même un lanceur de grande qualité qui est beaucoup plus rattaché à son passé qu'à son présent. Ouais. Mais cette année-là qu'il vit actuellement, moi, j'en profiterais pour dire c'est possiblement la dernière parce que je commence à manquer un petit peu d'essence. J'ai 42 ans. Ouais. Je ne veux pas sacrifier cette belle carrière-là. Je ne veux pas rentrer à Cooperstown avec la mauvaise année que les gens pensent que je pourrais avoir, même si c'est à Houston. Fait que oui, il veut lancer en 2026.
Oui, il y a de fortes chances que ce soit à Houston, mais moi, je pense que c'est peut-être l'année de trop. Moi, je pense qu'il va falloir qu'ils réalisent que les équipes de la nationale, ils ne l'aiment pas. Là. Les partisans des Mets et des Giants ne vont pas garder le meilleur souvenir de lui, mais les partisans des Tigers et des Astros, par exemple, eux, ils l'aiment. Fait que je pense qu'il faut qu'ils réalisent qu'il faut qu'il retourne dans la Ligue américaine. Son avenir est dans l'américaine, pour ce qui en oui, reste. Oui, c'est ça. Exactement. Sébastien, il faut qu'on parle un petit peu de Shohei Ohtani, qui se retrouve dans l'actualité pour les mauvaises raisons. Son agent et lui qui ont été poursuivis dans un dossier qui a un peu pris tout le monde par surprise. Là, oui, vraiment. Ça sort un petit peu de nulle part. Projet immobilier de 240 millions de dollars. Je pense que c'est 14 résidences. Shohei Ohtani était supposé être présent, peut-être même construire un petit complexe lanceur-frappeur. Mais là, de ce qui ressort, c'est que les promoteurs auraient eu de la pression pour faire de plus en plus de concessions. Même que Shohei Ohtani et son agent se seraient associés à une autre entreprise dans le but de nuire à ce projet-là. C'est pas glorieux ce qui ressort de ça. Puis, ça fait suite à l'histoire de son interprète l'an dernier. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Je ne dis pas que Ohtani est vraiment impliqué dans cette histoire-là aussi, mais soit qu'il y a de la misère à s'entourer de la bonne façon, ou soit que c'est une moins bonne personne que ce qu'on croit. Je vais y aller avec la première option. J'aime beaucoup Shohei Ohtani, mais là, ça commence à faire plusieurs histoires qui sortent qui ne l'aident pas parce que ses performances sur le terrain sont extraordinaires. C'est un visage incroyable pour le baseball majeur, mais on n'a pas besoin de ce genre d'histoire-là à l'extérieur du terrain. Moi, la question que j'ai pour toi, Pascal, par rapport à ça, c'est est-ce que tu penses que ça va affecter la perception publique qu'on a? Parce que j'ai l'impression que l'histoire de l'interprète, oui, évidemment, c'est ramené une fois de temps en temps, puis sur Twitter, si tu recherches, tu vas trouver ce que tu cherches, mais c'est pas ce qui domine quand on parle de Shohei Ohtani. J'ai l'impression, moi, personnellement, puis je veux savoir ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression que cette histoire-là va finir par être c'est une autre histoire un peu plate sur Shohei Ohtani, on envoie ça en dessous du tapis, puis quand on parle d'Ohtani, on va se souvenir que du bon. Moi, c'est le sentiment que j'en ai, mais écoute, on est encore au début du dossier, là. Peut-être que ça va aller dans la mauvaise direction. J'ai pas l'impression que ça va affecter Shohei Ohtani si négativement. À la mémoire collective, on dit que c'est souvent moins de 6 mois. Là. 6 mois, une nouvelle est déjà passée, déjà très périmée au bout de 6 mois. Moi, je pense que l'histoire de l'interprète, on l'a déjà mis derrière nous. L'histoire liée au complexe immobilier, moi, je pense que tant que Shohei Ohtani va demeurer un des meilleurs joueurs de baseball au monde, sinon le meilleur, les gens vont pouvoir laisser passer des choses en ce qui le concerne. Mais lui, comme individu, comme être humain, devra apprendre de ses erreurs, puis devra mieux, comme tu le dis, Sébastien, devra mieux s'entourer de personnes de meilleurs conseils pour gérer sa carrière à l'extérieur du terrain. Puis, tu sais, quand tu es au prime de ta carrière, as-tu vraiment besoin de faire parler de toi pour ces raisons-là, d'un complexe immobilier ou d'un traducteur qui fait mal son travail et qui en veut plus à ton portefeuille qu'à tes entrevues? Fait que, mais les gens vont retenir de Shohei Ohtani sa carrière et ses statistiques d'abord et avant tout, je crois. Messieurs, je pense que j'ai encore un décalage quand je parle. Ce que je vous propose, je vais aller déguster une crêpe, puis je vous reviens. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y fort. Je vous reviens. Vas-y fort. Mais c'est ça, j'ai l'impression que, parce que, tu sais, Sébastien, si on te dit le nom, mettons Barry Bonds, il y en a beaucoup qui vont dire, là, c'est relié au dopage ou quoi que ce soit. Mais Ohtani, j'ai pas l'impression que tu dis Ohtani en ce moment, puis que la première chose que tu penses, c'est, l'interprète. J'ai l'impression que tu penses, avant tout, tu dis, hey, c'est un two-way player. Tu sais, comme là, ce soir, il lance à Anaheim. J'ai l'impression que c'est ça qui ressort pour le moment. Mais tu sais, on dit ça en date du 13 août. Peut-être que ça peut changer, mais j'ai l'impression que non. Ouais, moi aussi, je pense pas que ça allait plus loin. Surtout que ça n'a pas de lien direct avec ses performances sur le terrain. Tu parlais de Barry Bonds, ça a un impact sur son jeu, veut pas. Tandis que dans le cas d'Ohtani, c'était pas le cas. C'est juste un petit peu déplorable que deux événements comme ça arrivent au même joueur. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il se passe dans l'entourage de chez Ohtani. Parce que autant dans le cas de son interprète que dans le cas de ce projet immobilier-là, je n'ai pas l'impression que Shohei Ohtani était vraiment impliqué dans ces dossiers-là. Et Shohei Ohtani est tellement concentré, tellement à 100% sur le baseball, je ne pense pas qu'il ait le temps de gérer ce genre de choses-là.
Mais par contre, c'est son entourage qui gère ces situations-là. Puis jusqu'à maintenant, ça n'a pas été bien fait. Moi, si je suis Scott Boras, je l'appelle puis j'ai dit largue ton argent, viens avec moi, ça va gérer drôle. Oui, je vais te négocier une option de sortie avec du recul. Oui. Tu n'auras pas besoin de projet immobilier à 240 millions. Là. Le 240 millions, il va rentrer direct dans ton compte. Viens rester chez moi, je vais te louer un appartement puis tu n'auras pas de problème. C'est ça. Pascal, un petit mot peut-être sur Jen Powell qui est devenue en fin de semaine la première femme de l'histoire à arbitrer un match de saison régulière du baseball majeur. Un plafond de verre qui se brise, encore une fois. Ben oui, puis ça démontre que le baseball majeur n'est pas si conservateur que plusieurs personnes le prétendent. Avant d'avoir les arbitres robots, je pense qu'il fallait avoir un arbitre féminin. C'est fait, c'est l'histoire, comme tu dis, le plafond de verre a été brisé. Puis je pense qu'elle a prouvé qu'elle était capable de faire le travail. Elle a prouvé que peu importe le sexe, tu peux faire un bon boulot là, dans le baseball majeur. Puis elle ne peut pas faire pire que certains arbitres actuels. Heureusement, est passé. Donc, bravo. On ne peut que lever notre chapeau là, à cette femme-là qui a persévéré énormément, puis qui est arrivée là, à réaliser son rêve. Puis c'est un beau modèle. C'est un beau modèle pour les femmes là, qui veulent percer, là, peu importe le sport. On en a vu au hockey, on en voit au soccer. Elle a réussi au baseball, au football également. Donc, je les encourage là, à le faire et à persévérer. Puis c'est ça qui est important, puis tu le mentionnes. Tu regardes dans les estrades là, le nombre d'affiches qu'il y avait de jeunes filles qui étaient au stade puis qui se sentaient inspirées justement parce qu'ils voyaient sur le terrain. Parce que si tu regardes sur un terrain, il y a très, très peu de femmes là, sur un terrain de baseball, du baseball majeur. Donc là, il y en avait, ça inspire une jeune génération de jeunes filles à aimer le baseball, à croire en leur rêve. Donc non, c'était beau de voir ça en fin de semaine là, du côté d'Atlanta. Sébastien, on a quelques petites questions qui sont en attente. Donc, passons à la période de questions. Tu allais proposer, mais on va passer. Ouais, j'ai cherché mon verbe. Je me suis dit, je vais passer à d'autres choses. Mais toi, tu as décidé de me ramener mon erreur. Fait que là, je suis là pour ça. Hein? Oh, oui. Messieurs, commençons avec un joueur sur le terrain, un joueur sur le banc et un joueur qui est coupé. Évidemment, on l'a pas déjà fait, ça? Non, là, c'est un vrai jeu. Ah, OK. Un vrai jeu. Ça dit Pascal, Sébastien et Charles. Non, ça doit être une erreur. Matt qui nous soumet cette semaine 3 lanceurs des Giants. Tim Lincecum, Matt Cain et Madison Bumgarner. Sébastien, je te laisse commencer. Garde en tête que si ton partant, c'est Lincecum, il y a une question qui suit. Bon, je vais mettre Bumgarner comme partant. C'est la période des questions, hein, tu le sais. Oui, je sais. Mais je pense que c'est quand même là que je m'en allais. Ben oui. Avec Bumgarner comme partant. Ce que Bumgarner a fait en séries éliminatoires, c'est extraordinaire. Puis juste pour le temps qui a été là aussi. Ça a pas, on parlait en début de podcast de One Hit Wonder. Madison Bumgarner, c'était pas un one-hit wonder. Donc, vraiment, pour ces raisons-là, c'est lui qui serait le partant. Je vais mettre Lincecum sur le banc et je vais couper Matt Cain. C'est pas facile, mais je vais aller de cette façon-là. Pascal, ta lecture de la situation? Moi, la question m'intrigue. Ça fait que je vais prendre Lincecum comme partant. Bumgarner, pour toutes les raisons que tu as données, Sébastien, il est associé aux belles années des Giants. Il est en grande partie responsable des succès que les Giants ont eu en série mondiale. C'est vraiment un combattant là, de la première heure. Mais je vais le mettre sur le banc, puis je vais sacrifier Matt Cain, qui n'était pas un mauvais lanceur non plus. Donc, Pascal, tu as le droit à la question bonus. Pourquoi Tim Lincecum ne reçoit pas assez de crédit pour ses succès, dont son chandail retiré par les Giants et des votes pour le Hall of Fame? C'est une bonne question. Je me la suis déjà posée parce que il a quand même remporté des succès. Il était flamboyant. Il avait son style à lui. Il n'avait pas le physique de l'emploi, soit dit en passant. Là, un grand mince qui lançait des balles de feu. Mais
j'arrive pas à répondre à cette question-là. Pourquoi Lincecum ne reçoit pas le crédit qu'il aurait dû recevoir? Qu'est-ce qui se passait dans la tête de Lincecum? Qu'est-ce qui se passait dans le vestiaire quand Lincecum était là? Est-ce que ses coéquipiers aimaient jouer avec Lincecum? Est-ce que c'est un joueur d'équipe? Parce qu'il faut considérer tout ça. Hein? Ouais. Quand un joueur est reconnu par ses pairs, c'est parce qu'il était un bon coéquipier. Maintenant, je me pose la question. Lincecum avait le talent, il avait les statistiques, il avait les résultats, mais il n'est pas reconnu justement à sa juste valeur. Donc, il y a quelque chose qui clochait avec Lincecum, clairement. Pour moi, c'est une question de longévité. Oui, c'est ça, j'allais dire. Est-ce que ça a duré assez longtemps? Vas-y, Charles. Ben, c'est ça, j'ai l'impression que son prime n'a peut-être pas été assez long parce que, je veux dire, au moment où il était bon, tu voulais Tim Lincecum dans ton équipe. Très bon. Il pouvait t'amener à un autre niveau, mais écoute, je n'ai pas ses statistiques devant moi, mais son prime a été relativement court là, comparé à d'autres lanceurs qui ont fait leur place à Cooperstown au temps de la renommée. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est ça. Mais, tu sais, il en demeure pas moins que, tu sais, quand tu joues à un jeu comme un joueur sur le terrain, un joueur sur le banc, puis c'est un joueur que tu veux avoir dans ton équipe, c'est pas un joueur que tu veux couper. Je place Madison Bumgarner aussi comme partant parce que moi, son match numéro 7 en 2014 en Série mondiale, écoute, je suis peut-être un petit peu plus jeune, je n'ai pas vu nécessairement beaucoup de performances en direct, mais pour moi, en direct, c'est la plus belle performance de baseball que j'ai vue de ma vie. Là. C'est la plus mémorable, du moins. Je me souviens de ce match-là très, très, très précisément. Les 5 manches qu'il a lancées, ça m'a marqué. Donc, pour moi, j'ai pas le choix de placer un gars comme Madison Bumgarner au sommet, mais j'ai Tim Lincecum sur mon banc dans ce jeu-là. J'ai vraiment l'impression, c'est ça, Sébastien, que c'est une question de longévité. Oui, exactement. Puis encore une fois, le jeu est excellent. Là, on a 3 bons lanceurs. Ouais. Il faut se creuser la tête. Puis on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas le temps d'aller tout vérifier. Fait qu'on y va avec le feeling du moment, mais c'est toujours plaisant. Puis vous me direz, les gars, si la comparaison est boiteuse, puis oui, elle peut l'être à certains égards, mais côté physique, côté capacité à repousser les frappeurs, côté capacité à utiliser une balle rapide, moi, il me faisait penser beaucoup à Pedro Martinez. Maintenant, sur un horizon de carrière, ben, c'est sûr que Pedro Martinez est à l'opposé de Lincecum parce que justement, lui, il a eu quand même une longue carrière où il a pu s'imposer. Mais sur un horizon d'un match, les deux s'affrontent, ben, on dirait quasiment une copie carbone. C'est 2 lanceurs qui étaient craints à leur meilleur. Tu ne voulais pas affronter Pedro et tu ne voulais pas affronter Tim Lincecum non plus. Non plus. Je déteste pas la comparaison, en effet, c'est bien. Pascal, on a une question de Matt ici par rapport aux Giants, encore une fois. Comment Buster Posey peut expliquer les insuccès des Giants au proprio depuis l'acquisition de Rafael Devers? Surtout que c'est l'inverse avec les Red Sox. Rappelle-toi, Craig Breslow, le patron des opérations baseball des Red Sox, qui avait dit il existe un monde en fin de saison où on a une meilleure fiche sans Devers qu'avec Devers. Puis on avait tous beaucoup ri. Finalement, c'est le cas. Les Red Sox qui sont vraiment partis sur une lancée et les Giants qui sont une des pires équipes du baseball depuis ce temps-là. Devers a pris ses aises. On sent qu'il est meilleur au bâton, qu'il a apprivoisé son nouvel environnement en Californie. Mais est-ce que ça peut être une pomme pourrie à ce point-là dans un vestiaire? Ben, moi, je trouve que c'est facile de mettre tous les déboires des Giants sur les épaules de Rafael Devers. Oui, il peut être considéré comme une pomme pourrite parce qu'il a pas voulu jouer en équipe. Il a voulu jouer la carte de l'individualisme. Ça n'a pas tourné en sa faveur. C'est sûr que là, il est facilement devenu une cible, autant pour les partisans des Giants que pour les partisans des Red Sox. Mais souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, Devers paraissait quand même bien chez les Red Sox parce qu'il était bien entouré. Maintenant, la question est de se poser, est-ce qu'en arrivant chez les Giants, il était bien entouré? Ben, on serait tenté de dire oui. Mais quand il est arrivé chez les Giants, souvenez-vous que Matt Chapman était sur la liste des blessés. Ça n'allait pas nécessairement très bien. Oui, le fait d'aller chercher un gros frappeur de la trempe de Devers, on pensait qu'on allait régler tous les problèmes, mais ça allait peut-être pas nécessairement si bien que ça chez les Giants quand Devers est arrivé. Oui, la fiche était là, mais c'était peut-être surdimensionné pour ce que l'équipe était capable de donner. Fait que c'est pas vrai que Devers est capable de mener une équipe à bon port à lui seul. Un gars comme Rafael Devers doit être bien entouré. Ce que les Red Sox de cette année et les Giants de cette année, selon moi, n'ont pas été capables de faire. Une autre petite question, Sébastien, justement, par rapport, encore une fois, aux Giants.
Pour les Giants de Buster posé, l'année prochaine, est-ce qu'ils doivent absolument se trouver un receveur? Parce que Patrick Bailey ou Andrew Kisner, c'est vraiment pas à la hauteur et que Buster Posey lui-même était justement un receveur qui a démontré c'était quoi l'élite à cette position-là. Patrick Bailey, c'est un des très bons receveurs défensifs de la Ligue, mais il y a autant de pop dans son bâton que moi j'en aurais si je me présentais dans un stade du baseball majeur. C'est vraiment, il est vraiment à un bout du spectre. Là. Excellent à sa position, mais au bâton, c'est pas lui du tout que tu veux. Pour toi, est-ce que c'est un enjeu à San Francisco ou tu te dis, écoute, il y a une position où tu peux ne pas avoir d'offensive, ces receveurs? C'est quoi ta vision là-dessus? Il a quand même réussi à faire mal à Jordan Romano. Là. Ça, il faut le souligner. Cette saison, oui, mais là, même moi, je ferais mal à Jordan Romano. Oui, c'est ça. C'est pas bon. Là. Mais oui, je pense qu'éventuellement, il va falloir adresser cette position-là. Mais ça, on ne fait pas ça du jour au lendemain. Là. Un receveur de qualité qui est capable de frapper parce que oui, Patrick Bailey n'est pas capable, il est capable de frapper, mais il n'est pas excellent offensivement, mais défensivement, il fait entièrement le travail. Donc, si tu vas chercher un autre receveur, il faut qu'il soit excellent défensivement, puis il faut que son bâton soit de loin supérieur à celui de Bailey. Ça ne court pas les rues. Donc, oui, je pense que ça va être une de nos cibles dans les prochaines années, mais ce ne sera vraiment pas facile à combler comme besoin. Puis, comme Pascal, tu le disais, je pense qu'on a d'autres choses à faire dans cette organisation-là, dont entourer Rafael Devers. On pensait qu'on était allé chercher le gars qui nous manquait. C'est vrai, un frappeur gaucher de puissance, mais ça prend d'autres joueurs autour de lui. J'ai l'impression que le début de saison, on vivait beaucoup sur les performances des lanceurs. Ça a un petit peu diminué à ce niveau-là. Puis là, on en paie le prix malgré l'arrivée de Devers. Parce que les Giants n'avaient pas une si grosse attaque que ça. Oui, ils avaient une fiche intéressante. Ils ont chauffé les Dodgers quand même pendant plusieurs semaines, mais ils n'ont pas une grosse attaque, les Giants. Puis c'est pas Rafael Devers qui peut faire une différence. Moi, j'ai une solution peut-être pour Patrick Bailey. Faire un hybride entre lui et Wilson Contreras. Le talent défensif de un versus le talent offensif de l'autre, puis tu as le receveur parfait. Oui. Sauf qu'il ne faut pas que tu te trompes et que tu prennes le talent défensif de Contreras et le bâton de Bailey. Parce que là, tu crées ce qu'on appelle un joueur de 3A. Un monstre. Pour toutes les bonnes raisons. Très bonne solution. Moi, je pense que ta crêpe était magique un petit peu. Là, parce que j'ai mis un petit peu de sucre en poudre dessus. Oui, c'est ça. Pascal, on a une question de Jean-Michel ici. Est-ce que tu penses que chez les Yankees, on va regretter les prolongations de contrat de Cashman et Boone pour avoir réussi à se rendre en Série mondiale? Parce que sous George Steinbrenner, c'était on gagne la Série mondiale ou c'est un échec. On n'avait pas le choix là, de prolonger le contrat d'Aaron Boone. Là, on s'entend, ton gérant t'amène en Série mondiale. Un petit peu comme ça s'était passé chez les Canadiens avec Dominique Ducharme, là, par exemple. On s'en va en finale de la Coupe Stanley, c'est par intérim, on lui donne un contrat. On est patient chez les Yankees avec les gérants. On congédie rarement des gérants pour rien. Les gars sont là longtemps. Est-ce que tu as l'impression qu'une nouvelle voie pourrait faire du bien ou toi, tu es quelqu'un qui croit en ce qu'Aaron Boone prêche là, du côté de New York? Est-ce que je peux différer la question à Sébastien? Non, c'est pas vrai, je vais y répondre. J'ai fait exprès de ne pas la poser à Sébastien. Je suis d'entendre parler des Yankees. Il répondra. Vous connaissez ma réponse de toute façon, ça ne sera pas le fun. Ça, c'est l'autre point aussi. C'est ça. Moi, je pense que les Yankees peuvent se permettre d'être aussi patients avec Boone que les Dodgers l'ont été avec Dave Roberts, parce que fut un temps, Dave Roberts, c'était la tête de turc de tout le baseball majeur au complet. Oui. Boone passe par là, il en paye le prix cette année. Je pense qu'il a été mis dehors du match pour la 5e fois de mémoire là, cette semaine. Oh, oui. Lui, il cherche des échappatoires, il cherche à enlever la pression sur les épaules de ses joueurs. Là-dessus, je pense qu'il joue bien son rôle. Maintenant, comment veux-tu gagner quand ton équipe fait des erreurs à répétition? Il n'est pas sur le terrain, Boone. Ce n'est pas lui qui fait les erreurs. C'est sûr qu'il pourrait peut-être, dans un minding de préparation, éviter certaines erreurs de base, puis des erreurs mentales qui peuvent être évitées. Mais moi, j'aurais tendance à être patient avec Boone. C'est un gérant des majors. Maintenant, est-ce que le fait qu'il soit allé en Série mondiale l'an passé va lui acheter du temps? Tu compares à Dominique Ducharme. Dominique Ducharme n'était pas avec le Canadien depuis aussi longtemps que Boone est avec les Yankees. Fait que moi, je lui donne le bénéfice du doute. Le jour où les joueurs vont être en santé dans cette équipe-là, Boone risque de super bien paraître.
Comme n'importe qui. C'est un peu ça l'affaire. Comme n'importe qui. Mais c'est juste qu'il y a une différence entre les erreurs défensives, c'est une chose, ça peut arriver. Les erreurs mentales sur les sentiers, entre autres, puis qu'après ça, il n'y a pas de conséquences. Je comprends le point que dans les médias, on ne veut pas nécessairement jeter les joueurs sur l'autobus, mais il doit avoir des conséquences. Tu sais, on revient à la situation de Jazz Chisholm, ça ne peut pas arriver, puis tu ne peux pas terminer la rencontre. Si tu es Jazz Chisholm, ça ne se peut pas. Dans aucun monde, une erreur de la sorte, de se faire doubler sur un ballon au deuxième coussin, il faut qu'il y ait une conséquence. Puis on dirait que dans la mentalité des Yankees, il n'y a personne qui est vraiment imputable de ces erreurs. Mais, tu sais, quand tu es gérant à New York, quand tu es gérant à Los Angeles, quand tu es gérant à Chicago, c'est pas comme être gérant à Miami. Je veux dire, ces gars-là ont la pression incroyable. Ils sont suivis par des dizaines, des centaines de journalistes. Ils deviennent des porte-parole de leur équipe. Ils doivent répondre des actes de leur équipe. C'est pas vrai que le gérant à Miami, il se casse le bicycle en répondant aux questions des journalistes. C'est pas vrai que le gérant des White Sox fait la même chose. C'est pas vrai que le gérant des Rockies fait la même chose. Quand tu t'appelles Aaron Boone, quand tu t'appelles Dave Roberts, peu importe, il faut que tu répondes de chacun des petits gestes de ton équipe parce que tu es là pour gagner. C'est sûr que tu as de la pression supplémentaire. Mais en même temps, tu as la reconnaissance qui vient avec. Tu es gérant d'une des plus grandes concessions du baseball majeur. Fait que tu te dois d'avoir des résultats. Mais ça vient aussi avec on appelle ça la rançon de la gloire. Ça vient aussi avec des côtés un petit peu plus négatifs. Mais tu parles de Dave Roberts, justement. Je pense pas qu'un joueur des Dodgers qui se fait prendre au premier coussin sur une erreur mentale, on n'en entendrait pas parler. Je pense qu'il y aurait des conséquences. Je pense qu'il se passerait quelque chose. C'est un petit peu ça la différence. On a donné beaucoup de cordes à Dave Roberts, mais je pense qu'on avait raison de le faire. Dans le cas d'Aaron Boone, le temps nous le dira parce qu'on sait qu'il ne sera pas congédié. Il est encore sous contrat pour 2 autres saisons, mais peut-être qu'on va le regretter à ce moment-là. Si tu es dans un monde idéal, Sébastien, considérant que y a certains gérants qui sont sous contrat et que tu ne peux pas aller chercher, est-ce qu'il y a un candidat, puis je te mets peut-être sur le spot un peu, là, mais est-ce qu'il y a un candidat en ce moment qui est libre et que tu aimerais particulièrement plus que Boone ou juste, règle générale, tu veux un changement puis il n'y a pas de nom en particulier qui sort du chapeau? Terry Francona n'est pas libre, hein, c'est ça? Non, malheureusement. C'est dommage. Dans le fond, Cincinnati, c'est une vraie équipe. Là. OK, ça existe dans le baseball majeur. Bon, okay. ouais. Est-ce que dans ton monde, Skip Shoemaker est disponible? Il est disponible. Moi, je pense que ce serait un excellent choix. J'ai l'impression qu'il va terminer par être le gérant des Rangers, là, mais pour moi, en ce moment, avec les noms qui sont disponibles, ce serait mon choix. Il y a mon père qui nous mentionne ici que Boone, il surfe encore sur son circuit en 2003. mais c'est tellement vrai. Est-ce qu'Aaron Boone est le gérant des Yankees s'il ne fera pas ce circuit-là? La réponse est non, là. C'est non. Il ne serait pas là. C'est malade. un circuit. Il est important, mais ça reste un circuit. Oui, c'est ça. Pascal, il y a Richard qui dit ici, en même temps, Pascal, il a accepté cette job-là, en ce sens où ça vient avec cette pression-là, en toute connaissance de cause. Oui, mais tu ne peux pas refuser une job comme ça non plus. Là. Tu ne peux pas dire je passe mon tour parce qu'il y a trop de pression. Tu sais, ça, quand tu veux mettre ça dans un CV, même si tu n'as pas beaucoup de jobs de gérant sur ton CV, si tu as une job de gérant avec les Yankees, ben, généralement, ça t'assure pas mal une carrière assez longue. Si elle n'est pas à New York, elle peut être ailleurs. Mais oui, il l'a accepté avec tout ce qui vient avec, mais en même temps, tu ne peux pas la refuser. Matt suggère Sébastien David Ross comme gérant des Yankees. Moi, David Ross, je ne sais pas jusqu'à quel point je le vois dans un marché comme New York. Moi, je le voyais, mettons, à Baltimore. Tu sais, quand on a congédié le gérant il y a quelques mois, je me disais peut-être que c'est le genre de candidat qui pourrait remonter une équipe un peu comme ça. Avec les Yankees, la pression de gagner. Je ne sais pas si je vois David Ross avec les Yankees. Toi, Sébastien? Je ne sais pas pour la pression, mais j'aurais l'impression d'aller exactement dans le même sens. Un coach-player, un player's coach, par contre, je ne sais pas si ce serait la bonne décision d'aller dans cette direction-là. Je pense qu'il faudrait aller dans une autre voie qui ferait un petit changement au moins, qui nous amènerait une autre vision chez les Yankees parce que Aaron Boone est là depuis un certain temps. Il a succédé à Joe Girardi. Là, c'était
c'était un changement, mais là, je pense qu'on aurait besoin d'un autre changement, comme on l'a vécu après l'âge au Girardi. Je ne sais pas si Derek Jeter, ça lui tente de devenir gérant. Gérant, je pense pas parce qu'il a été propriétaire, mais il y a Benoît ici qui nous suggère comme DG. Ouais. Mais il n'y a pas une feuille de route impressionnante non plus à Miami. Là. Je veux dire, on s'entend qu'il agissait. Il était copropriétaire, mais c'est pas mal lui qui tirait les ficelles niveau opération baseball. Pas un parcours reluisant. Je ne sais pas ce que ça donnerait à New York. Puis surtout, outre ça, Pascal, est-ce que tu veux mettre ta réputation en jeu? Mettons, Buster Posey l'a fait à San Francisco, c'est un risque. Si ça y rapporte puis qu'il gagne une série mondiale comme président, écoute, non seulement on se construit une statue, mais on va s'assurer de la retoucher à chaque année pour qu'elle soit toujours belle. Derek Jeter, est-ce qu'il veut toucher à son héritage à New York? Ça, c'est une question. C'est une bonne question. Puis, question d'aura, question de réputation, puis question de salaire. Je veux dire, c'est les gens qui sont associés aux retransmissions des matchs en direct, là, ils gagnent pas mal cher. Ils gagnent peut-être pas autant que du temps qu'ils jouaient, mais ils gagneraient sûrement plus que s'ils devenaient des Yankees. Benoît qui nous dit Jeter est capable de prendre la pression. Il l'a montré comme joueur, en effet, mais la candidature est intéressante. Sébastien, il y a Jean-Michel qui nous dit si Shelley Duncan fait une super job dans le 3 des Yankees, le vois-tu? Oui, bien, on en a plusieurs qui performent dans le 3, puis on n'a pas voulu se départir justement de ces joueurs-là qui performent, qu'on voit dans le futur, qui vont monter. Peut-être qu'on aurait pu se départir de quelques autres noms pour aller chercher un partant. Le marché n'était peut-être pas favorable. On avait les pièces sous la main parce qu'on en a plusieurs. Tous ces gars-là ne monteront pas dans le baseball majeur chez les Yankees. À un moment, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, il va falloir en sacrifier. Est-ce que ce sera Duncan? Est-ce que ce sera Jones? Est-ce que ce sera Lombard? Je ne le sais pas. Mais ils ne pourront pas tous arriver dans le baseball majeur avec cette philosophie aussi qu'on signe des joueurs autonomes. Si on ne mettait pas l'argent sur la table, ben oui, ces jeunes-là monteraient à un moment ou à un autre. Mais là, on a déjà des jeunes qui sont en place, Dominguez, Volpe, etc. Puis on a des vétérans. S'il y en a un qui part, on va le remplacer. Donc, ça va être difficile pour toute cette troupe de jeunes joueurs-là de monter. S'il va savoir lequel qui va arriver à percer cet alignement-là, bien là, on ne le sait pas encore. Sébastien, je veux te lancer la prochaine question parce que dans un récent podcast, tu as eu des bons mots pour les Mariners de Seattle après la date limite des transactions. Il y a Richard ici qui nous dit les belles performances de Milwaukee, ça jette un ombre à une autre équipe de l'heure et j'ai nommé les Mariners. Quelle machine depuis la date limite des échanges. Je me trompe-tu, c'est-tu 8 victoires à leurs 9 derniers matchs pour les Mariners de Seattle? On a rejoint les Astros de Houston au sommet de cette division-là. Ça va bien à Seattle en ce moment. Ça va bien, puis je pense que ça va se poursuivre. Présentement, là, je ne vois pas vraiment d'équipe dans la Ligue américaine qui serait capable de sortir les Mariners, autant grâce à cette rotation de partants. T'sais, on parlait tantôt de tu veux les affronter dans une série 3 de 5. Là. Tu ne veux pas affronter les Mariners, ça c'est sûr. Puis en plus, on a ajouté ce qui nous manquait, exactement ce qui nous manquait. Eugène Suarez, Josh Naylor. Josh Naylor qui frappe au 6e rang de ce rôle offensif-là. C'est de la profondeur, ça. Donc, on a vraiment tout chez les Mariners. Est-ce que ça va se transposer en séries éliminatoires? Je ne le sais pas parce qu'on a quand même un historique. Mais présentement, sur papier, je ne vois pas vraiment d'équipe supérieure à Seattle en ce moment. Est-ce que la relève à Seattle peut devenir un problème? Ben, pas Munoz, en tout cas. Là. On a un excellent closer. Pour se rendre, peut-être qu'il pourrait y avoir quelques trous. Mais les partants vont loin dans les matchs, donc c'est un petit peu plus facile de Ils sont capables de marquer des points aussi. Aussi, oui. Ouais. Surtout s'ils ne jouent pas à Seattle, si tu joues à l'étranger, qui est un stade plus facile pour lesquels marquer, ben quoi qu'en même temps que je dis ça, Eugène, là, quand tu frappes des circuits, tu as des circuits partout. Là, fait que c'est pas Carl Raleigh aussi. Oui, Carl Raleigh aussi. Il y a Benoît ici qui nous dit il voulait écrire Skins et non pas Amen. Là, c'est sûrement l'autocorrecteur qui a fait des signes. Mais Skins à New York, Pascal, est-ce que c'est un rêve ou est-ce que c'est une réalité? Comme gérant? C'est pas faire pire. Joueur gérant, ça serait bon, ça. Joueur gérant, oui. Comme Reggie Dunlop. Rêve ou réalité, moi, je pense que ça relève plus du rêve pour le moment. Est-ce que ça va devenir une réalité un jour? On se l'est déjà dit.
Le jour où quand Paul Skenes va quitter Pittsburgh, il ne partira pas pour un marché similaire, c'est sûr. Il ne partira pas pour des équipes qui vont en arracher encore durant 10 ans. Fait que lui, il va partir pour une équipe qui remporte déjà des succès ou qui risque d'en remporter avec lui comme ajout dans la rotation. Fait que oui, New York, oui, Los Angeles, évidemment. Mais d'autres équipes, il va peut-être prendre un avion pour Toronto éventuellement, là, qui sait. Mais, merci, John Morosi. Oui, mais New York est une destination potentielle pour Paul Skenes, évidemment. Par la force des choses, Sébastien, il va être lié à ces équipes-là jusqu'à temps qu'il signe un contrat quelque part. Les rumeurs ne vont jamais mourir. Non, exactement, jusqu'à la toute fin. Puis c'est ça, il va peut-être avoir des situations d'avion où qu'on ne saura pas trop entre les gros marchés où il va aller jusqu'à la toute dernière seconde. Mais c'est sûr qu'on va arriver à cette situation-là un jour ou l'autre. Puis oui, les Yankees ont des affinités avec les Pirates. Garrett Cole a fait finalement, il s'est rendu avec les Yankees. Est-ce que c'est nécessairement là que Skenes va aller? Je ne le sais pas. Je ne pense pas que ça va être l'an prochain non plus. Il nous reste encore beaucoup de temps avant d'arriver à cette situation-là, mais on va finir par arriver là, malheureusement, pour les Pirates, pour les partisans des Pirates également. Il y a Matt qui nous dit est-ce que la signature de Skenes peut être reliée à la maison de Babe Ruth? Je pense qu'on fait des liens ici qui n'ont pas nécessairement lieu d'être. Là, c'est sa copine, Livy Dunn, qui avait essayé d'acheter la maison de Babe Ruth à New York, puis finalement, ça n'avait pas fonctionné. Mais je pense que c'est simplement qu'elle a perdu. Je ne sais plus si c'était un encan ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est juste qu'elle n'a pas eu la maison. Là. Je ne pense pas qu'il y a de lien nécessairement à faire avec Paul Skenes à ce niveau-là. Elle est très enthousiaste, là. Oui, quand même. Comparativement à lui, là. Oui. Hey, c'est pas pire, on commence le podcast en parlant de Taylor Swift, puis là, on finit le podcast en parlant de Livy Dunn. On a de la suite dans les idées. Oui, on va s'appeler Passion Mode, Sébastien. Ah, ben là, je serai plus là. Ça se peut que je sois pas le plus crédible non plus. Mais en attendant, pour ceux qui veulent nous entendre parler de baseball, c'est fini pour cette semaine, mais on va être de retour la semaine prochaine, mercredi 20h, en direct sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Et pour ceux qui veulent nous écouter, Sébastien, dans un format podcast plus traditionnel, c'est aussi possible de le faire. Oui, sur toutes les bonnes plateformes de podcast. L'épisode va être placé dans les prochaines minutes sur notre site web passionmlb.com, également en compagnie de tous nos articles écrits par toi, Charles, toi, Pascal également. Donc, on suit l'actualité du baseball majeur. Plusieurs textes par jour, donc on ne manque pas grand-chose. Pascal, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine avec nous. C'est toujours un plaisir de jaser. Toujours agréable d'être partagé l'écran avec vous. Yes. Merci à tout le monde qui a commenté avec nous, qui a interagi. Ça donne un sens, évidemment, à notre format en direct. Sébastien, merci encore une fois d'avoir été là cette semaine. C'est tout pour nous. On se dit donc à la semaine prochaine. Et en attendant, moi, je vous souhaite une excellente semaine de baseball.